Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi un petit oui dans le chat que je vois si c'est OK. Oui, ça a l'air parfait. Très bien. Donc nous allons pouvoir commencer. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est déjà délicat dans la vie normale, on va dire, mais en cas de crise, et particulièrement en ces temps de confinement, ça devient un défi pour la plupart d'entre nous. Je m'appelle Eric Bas. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est mon domaine d'expertise. J'aide des cadres et des dirigeants à réussir cet équilibre. Et aujourd'hui, je vais vous proposer des solutions qui vont s'adapter au confinement. Nous allons voir ça en 5 points. Le premier chapitre, les 5 piliers de la santé. C'est ce qui me paraît le plus important, je l'ai mis en premier, parce que on a tendance à penser surtout à ce qui est matériel en termes de confinement, mais nous verrons que notre état d'esprit est très important. Les faits sont ce qu'ils sont. Ce qui va changer, c'est la façon dont nous allons les appréhender. Ensuite, nous verrons comment soigner nos relations. Les défis sont différents pour chacun d'entre nous. Certains sont confrontés à l'isolement, d'autres sont confrontés à la promiscuité. Ensuite, nous rentrerons dans des aspects plus triviaux. D'abord, gérer son espace de travail, parce que l'espace de travail s'invite dans notre espace personnel. Il va falloir le gérer. Ensuite, nous verrons comment gérer notre temps de travail au milieu de gens qui ne sont pas du tout concernés par notre travail. Et enfin, nous finirons sur les méthodes pour assurer notre productivité. Parlons d'abord des piliers de la santé. Je vous l'ai dit, ça me paraît très important de s'intéresser à la santé parce que ça va être déterminant sur la façon dont nous allons appréhender ce confinement. Les 5 piliers de la santé sont l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, la respiration et l'état d'esprit ou les pensées. Sur l'alimentation, je serai très succinct parce que sur health.fr, il y a un excellent webinaire qui vous explique comment bien vous alimenter en temps de confinement. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que l'alimentation est primordiale pour notre état d'esprit parce que c'est grâce à elle que nous allons pouvoir produire des neurotransmetteurs qui sont responsables de notre humeur, de la bonne humeur, de la joie de vivre. Et donc, il est important d'avoir cette bonne alimentation, de bien l'équilibrer, de manger à heure fixe, de ne pas sauter de repas, et puis d'éviter le grignotage, ce qui est évidemment difficile dans la mesure où on a un frigidaire et un garde-manger à portée de main. Ensuite, pour l'exercice physique, il y a 3 types d'exercices physiques à faire, musculation, endurance et étirement. Essayez de faire un petit peu des 3 chaque jour. C'est pas la peine d'en faire beaucoup. Prenez juste l'engagement de faire 1 ou 2 minutes ou 3 minutes de sport chaque jour, parce que le plus important, c'est la régularité. Se mettre à faire 1 heure de sport comme ça, mais ne tenir qu'une semaine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la constance, c'est ce qu'il y a de plus difficile à maintenir. Parmi les gens qui prennent de bonnes résolutions de fin d'année en rapport avec le fitness, 67 abandonnent avant le mois de juin. C'est pour vous dire à quel point la constance est difficile. Donc prenez de petits engagements. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube des protocoles d'enchaînement qui vous permettent de dépenser un maximum d'énergie en très peu de temps. Ça s'appelle le HIT. H-I-I-T. Ça veut dire entraînement par intervalle à haute intensité. Ça vous permet de dépenser en 10-15 minutes autant d'énergie que si vous couriez 45 minutes ou 1 heure. Sur le sommeil, il faut être vigilant aussi. Se coucher à heure fixe, se réveiller à heure fixe. Profitez du fait que vous êtes chez vous pour faire une petite sieste aussi, pour vous régénérer. Au niveau de la respiration, je vous encourage à respirer profondément. Faites plusieurs sessions de respiration profonde. 10 respirations, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de bloquer du temps pour ça. Vous pouvez le faire en faisant la vaisselle, en faisant les courses, sous la douche. C'est pas du temps en plus, mais ça vous permettra de bien vous régénérer, de bien oxygéner vos tissus. Ça va oxygéner mieux le cerveau. Il faut savoir que le cerveau consomme de 20 à 25% de notre énergie totale, alors qu'il ne pèse que 2% de notre poids. Et donc, avec une bonne oxygénation, vous allez alimenter le cerveau et lui permettre d'être plus créatif et plus productif. En même temps, vous éviterez la fatigue. La respiration a ceci de magique que c'est un système qui fonctionne à la fois en automatique et en manuel. On a des systèmes qui fonctionnent uniquement en automatique, comme le système cardiovasculaire, on ne s'en occupe pas, le cœur bat tout seul, le sang circule tout seul. On a des systèmes qui sont volontaires, manuels, comme le système locomoteur, c'est vous qui décidez de lever le bras, de lever la jambe.
Et puis on a la respiration qui fonctionne sur deux modes. Si vous ne vous en occupez pas, la respiration se fait toute seule, même la nuit pendant que vous dormez. Mais vous pouvez prendre la main, et si vous prenez la main, vous allez avoir une influence sur vos émotions. Une respiration profonde, plusieurs respirations profondes d'affilée, ça apaise, ça calme, ça déstresse. Et c'est très important dans ce monde de confinement avec les autres. Pour en savoir plus sur les émotions, vous pouvez aussi regarder un webinaire sur Health. Vous pouvez le voir en replay qui vous explique le mécanisme des émotions et comment bien les gérer. Ensuite, sur les pensées, l'état d'esprit, j'aurais deux conseils principaux à vous donner. Le premier, c'est de ne pas céder à l'appétit de news toute la journée. Voilà. Si vous restez branché sur BFM toute la journée, ça va vraiment vous tirer le bas au niveau du moral, parce qu'en ce moment, il y a surtout des mauvaises nouvelles, des morts, un accroissement de gens en réanimation. Donc, si vous tenez à suivre les actualités, faites ça juste une fois par jour. Mais vous verrez que si vous ne suivez pas les actualités pendant 2 ou 3 jours, ça ne va pas changer la face du monde, très franchement. Donc, éloignez-vous le plus possible des mauvaises nouvelles. Et la deuxième chose, pour garder le moral, pratiquez la méditation. Si vous ne l'avez jamais pratiquée, c'est le moment de commencer. Ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup. Prenez juste 3 minutes chaque jour. Vous fermez les yeux, vous vous asseyez, le dos bien droit, et vous observez votre respiration. Simplement ça. Il n'y a juste qu'à l'observer. Vous ne cherchez pas à la contrôler, vous l'observez, et ça va vider votre mental. Vous allez accéder au silence intérieur, et ça va vous apaiser. Vous avez aussi des tutos sur YouTube, bien sûr, pour apprendre à méditer si vous voulez des techniques plus sophistiquées. Concernant les relations, vous êtes seul ou vous êtes confiné avec d'autres personnes, dans tous les cas, les relations, c'est très important de bien les gérer. Parce que dans cette situation de confinement, les émotions peuvent s'exacerber, qu'on soit seul ou qu'on soit dans la promiscuité. Il va être très important de soigner ces relations pour prévenir tout conflit. Donc la première chose à faire, c'est de s'accorder avec les autres, de se mettre vraiment d'accord sur des règles du jeu. Chez vous, c'est se mettre d'accord sur les partages des tâches, sur les horaires. Il faut de la discipline dès qu'on est ensemble. Donc, le mot discipline a mauvaise presse, on pense surtout à de l'autoritarisme, mais ça vient du latin discipula, qui veut dire formation, apprendre. Donc c'est vraiment une situation où on va être en apprentissage, les uns avec les autres. La deuxième chose, c'est d'indiquer vos disponibilités, aussi bien à votre entourage proche, pour savoir quand est-ce que vous prenez des pauses, quand est-ce que vous allez pouvoir être avec les autres dans la communauté, et communiquer vos disponibilités à vos collègues, qu'ils sachent à quel moment vous allez pouvoir travailler ensemble, à quel moment vous êtes disponible pour le travail, sur quel mode sur quels médias vous allez pouvoir communiquer, par téléphone, par email, par SMS, etc. Qu'ils sachent eux aussi les règles du jeu. Quand tout le monde connaît les règles du jeu, c'est plus facile de se mettre d'accord et chacun est engagé. Ensuite, communiquer pacifiquement. Ça, c'est essentiel également dans la communication. La plupart des conflits, que ce soit des conflits entre personnes ou entre nations, viennent souvent d'un manque de communication. Donc il y a une façon de communiquer pour éviter d'accuser les autres, de les juger, c'est de communiquer pacifiquement, en 4 points. Le premier point, c'est d'abord d'exposer les faits, sans jugement, sans critiquer, sans exagération. Si vous dites par exemple, tu es encore en retard comme d'habitude, c'est vraiment une attaque, c'est pas factuel. Comme d'habitude, comme toujours, la personne peut facilement contester, elle pourra vous dire que la semaine dernière, elle n'était pas en retard par exemple. Donc, vous êtes dans l'exagération. Forcément, si la personne se sent agressée, elle va contre-attaquer et c'est l'escalade. Donc, il faut rester factuel. Vous pouvez lui dire, ça fait 2 semaines que je remarque que tu es arrivé 3 fois en retard. Là, c'est purement factuel. Quand vous restez sur les faits, vous ne pouvez pas être contesté. Donc, il n'y a pas de prise au conflit. La deuxième étape, c'est d'exprimer votre ressenti. Dites ce que vous ressentez dans ces cas-là. Plutôt que de dire, écoute, tu m'agresses, la personne, forcément, elle va contre-attaquer. Elle va dire, non, je t'agresse pas. C'est toi qui es parano. Parlez plutôt de ce que vous ressentez. Je me sens en colère, je me sens triste, je me sens déçu. Parce que si vous parlez de votre ressenti, c'est incontestable. Si vous dites que vous êtes triste, personne ne peut vous dire, mais non, t'es pas triste. Il n'y a aucune prise pour la contestation. Et c'est ça qui est important. La troisième étape, c'est d'exprimer votre besoin. Il faut que vous donniez les clés à la personne pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc, donnez vos clés. Dites quel besoin n'a pas été nourri chez vous dans cette situation-là. Par exemple, s'il s'agit d'un retard, vous pouvez dire mon besoin de ponctualité n'a pas été nourri. Mon besoin d'organisation n'a pas été respecté.
Une fois que la personne connaît vos besoins, qui ne sont pas les mêmes que les siens, elle pourra s'adapter, elle pourra mieux comprendre comment vous fonctionnez et ne pas réitérer l'erreur qu'elle a pu faire. Et la dernière étape, qui est primordiale également, c'est qu'il faut que ça se termine par une demande. Vous demandez un dédommagement, une réparation, pour que ça ne se reproduise plus. Par exemple, vous pourriez lui demander, à partir de maintenant, est-ce que tu veux bien arriver à l'heure pour le dîner quand on t'appelle? Si la personne dit oui, il y a un engagement. Et à partir du moment où elle est engagée, il y a plus de chances qu'elle respecte à l'avenir votre besoin. Donc je répète les 4 étapes. Exposer les faits, ressenti, expression du besoin et la demande. Demande de changement, demande de réparation, demande de dédommagement. Enfin, sur l'aspect des relations, exprimer son amour. Dans cette situation de stress, d'angoisse, d'inquiétude pour l'avenir pour certains, c'est important de se sentir aimé et soutenu. D'après Gary Chapman, nous avons 5 langages de l'amour, c'est-à-dire 5 langages, 5 canaux par lesquels il est possible d'exprimer de l'amour. Mais chacun de nous, nous n'entendons l'amour que par un seul canal, qui n'est pas le même pour tous. Les enfants ont besoin d'être nourris dans les 5 canaux. Mais à l'âge adulte, on en a un privilégié, parfois 2, mais c'est assez rare. Généralement, c'est 1. Et donc, si vous exprimez votre amour dans votre canal, mais qui n'est pas adapté au canal de l'autre, ça va forcément créer des frustrations. Je vous donne un exemple. Une amie, pendant longtemps, ne s'est pas sentie aimée par sa mère. Et pourtant, sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui témoigner son amour. Elle lui offrait plein de cadeaux. Mais mon amie, ce n'était pas les cadeaux qu'elle voulait. Son langage, c'était le toucher. Elle avait besoin de câlins, de bisous, d'être sur les genoux de sa maman. Et elle n'a pas eu droit à ça. Et du coup, elle ne s'est pas sentie aimée. Donc, vous l'avez compris, les 2 premiers langages dont je voulais parler, c'est les cadeaux. Il y a des gens qui se sentent aimés quand ils reçoivent des cadeaux. Peu importe le prix. L'important, c'est la valeur qu'ils y donnent. Il y a des gens qui se sentent aimés lorsqu'ils sont touchés. Le toucher, c'est les caresses, les bisous, les câlins. Le sexe en fait partie. Les poignées de main, les accolades, les tapes dans le dos. Tout ça, ça fait partie du toucher. Et certaines personnes ont besoin d'être nourries de cette façon-là pour se sentir aimées. 3e langage, il n'y a pas de hiérarchie, je vous les donne dans le désordre comme ça vient. 3e langage, ce sont les moments partagés. Certaines personnes ont besoin de passer du temps avec quelqu'un d'autre pour se sentir aimé. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de passer du temps au restaurant, au théâtre, au cinéma, puisqu'on est confiné, mais passer du temps assis, à la table, au canapé, pour pouvoir discuter tranquillement. Ça, c'est important pour certaines personnes et il faut y penser. Un 4e langage, c'est les paroles valorisantes. Certaines personnes ont besoin d'entendre des paroles qui les rassurent, qui les valorisent. J'aime beaucoup ce que tu fais, c'est magnifique ce dessin, j'adore ta robe. Ça, c'est nourrissant pour ces personnes-là. Donc, il ne faut pas hésiter à leur donner des paroles dans ce sens-là. 5e langage, ce sont les services rendus. Certaines personnes se sentent aimées lorsque la table est mise, lorsque le repas est fait, lorsque la pelouse est tondue, l'ampoule est changée. C'est ça qui leur prouve que vous les aimez. Donc, étudiez bien le langage de vos proches et parlez-leur dans leur langage. Si vous avez des doutes sur le langage, demandez-leur carrément dans quel langage ils veulent qu'on s'exprime. Donc, je répète les 5 langages, les cadeaux, le toucher, les moments partagés, les paroles valorisantes et les services rendus. Prochain point, on rentre dans quelque chose maintenant de plus trivial, je vais dire, c'est la gestion, l'organisation de l'espace de travail. Première chose, c'est la localisation. Si vous avez une salle prévue pour ça, tant mieux. C'est un bon moyen de s'isoler, de travailler, de s'organiser. Si vous n'avez pas de salle prévue, il va falloir prévoir un endroit qui va être toujours le même, tous les jours. Idéalement, il faut revenir au même endroit, que le cerveau intègre que c'est l'endroit où vous travaillez et ménager cet espace pour travailler. Ensuite, vous allez trouver une table. Cet espace-là doit avoir une table, de préférence de la hauteur d'une table de cuisine, une table de salon, et une chaise ou un tabouret pour que vous puissiez être assis à la bonne hauteur. Alors, pour les postures de travail, je vous invite à consulter un webinaire qui se trouve sur Health, qui vous indiquera toutes les bonnes postures de travail. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de travailler dans son lit, dans son canapé, au fond de son fauteuil ou par terre. Choisissez une table, une chaise et un tabouret et asseyez-vous surtout bien en avant de la chaise. Ne vous adossez pas, ça entraîne de mauvaises postures. La tenue,
aussi est importante. Vous êtes chez vous, certes, vous pouvez vous habiller un petit peu comme vous voulez, mais même si vous avez déjà eu le fantasme de faire une visioconférence en chemise, cravate et caleçon, bon, faites-le une fois si ça vous amuse, mais évitez de travailler en pyjama ou en robe de chambre. Parce que le cerveau a intégré que cette tenue, c'était une tenue décontractée chez soi et qui ne favorise pas le travail. Donc, prenez une tenue simple, une tenue de ville, vous pouvez être en jean, en chemise, en t-shirt, peu importe, mais rien qui soit associé à la détente, comme un maillot de bain, un caleçon ou un pyjama. Quant à l'environnement, dans cet espace-là, il va falloir vous créer une bulle, surtout si vous êtes avec d'autres personnes dans la même pièce, dans le même appartement, vous créez une bulle. Plusieurs façons de créer sa bulle. Le casque anti-bruit, c'est une façon de le faire. Vous pouvez aussi utiliser la musique, mettre un casque avec de la musique. Si vous arrivez à travailler dans ces conditions-là, moi personnellement, je ne peux pas travailler en musique, parce que quand je mets de la musique, je l'écoute activement. Je ne peux même pas mettre une musique en bruit de fond. Quand je mets de la musique, je m'assois et j'écoute. Donc si vous pouvez, si vous acceptez la musique, c'est très bien. Il y a une autre méthode aussi, ce sont les sons isochrones. Vous trouverez ça sur Internet. C'est des sons qui reproduisent les fréquences du cerveau. Notre cerveau, selon l'activité à laquelle on s'adonne, vibre dans différentes fréquences. Les fréquences les plus hautes sont les fréquences bêta quand on est actif. Ensuite, plus basses fréquences, ce sont les fréquences alpha. Ça, c'est la fréquence de la détente, de la relaxation. C'est une fréquence aussi, une gamme de fréquences, qui favorise la mémorisation et la concentration. Un peu plus bas, nous avons les fréquences θ. Là, c'est la méditation profonde. C'est la gamme de fréquences qui précède le sommeil. Et enfin, nous avons les ondes delta, gamme très lente. C'est la fréquence du sommeil. Donc, pour travailler, je vous suggère d'écouter des ondes alpha. C'est ça qui va vous permettre de vous concentrer, de mieux mémoriser, de mieux apprendre et de vous créer cette bulle autour de vous pour être productif. Et justement, parlons maintenant de la gestion du temps. Vous allez être dans un temps professionnel, mais vous êtes chez vous, qui est associé au temps personnel. Et donc, il va falloir prendre des mesures qui soient vraiment des routines, des habitudes bien ancrées pour optimiser ce temps-là. Première chose, c'est de fixer vos horaires. Certes, vous êtes chez vous, mais ce n'est pas les vacances. Donc, fixez-vous des horaires, un début de journée de travail et une fin de journée de travail. Et pour vous donner un ordre d'idée, selon la configuration dans laquelle vous êtes, si vous êtes avec un enfant de moins de 6 ans, vous pouvez espérer travailler au maximum 2 heures par jour. Et encore par tranche de 30 minutes. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 heures d'affilée. Ça réduit la productivité, en fait. 2 heures par jour. Moi, je pense que ça va en déculpabiliser certains. C'est très compliqué de faire plus. Si vous avez 2 enfants qui s'entendent bien, éventuellement, vous pourrez travailler un peu plus. Mais s'ils ne s'entendent pas, vous serez amené sûrement à arbitrer les conflits. Donc, notez bien 2 heures. Si jamais vous arrivez à travailler plus, c'est sans doute possible de travailler plus, mais ça risque d'être au détriment soit de l'attention dont l'enfant a besoin, soit de votre sommeil, parce que vous allez devoir travailler tôt le matin ou tard le soir, et vous allez prendre sur votre sommeil. Ce que je ne vous recommande pas d'habitude, mais surtout en cette période. Si vous avez un enfant de 6 à 12 ans, là, vous pouvez travailler 2 tranches de 2 heures. Ça fait 4 heures au total. Et au-dessus de 12 ans, vous n'irez pas plus loin que 5 heures généralement. 5 heures de travail, ce sera le maximum que vous pourrez faire dans une journée, même si vous avez un conjoint, parce que votre conjoint aura besoin lui aussi de travailler ou de se détendre. Deuxième chose, ménager des pauses. Il faut planifier les pauses dans son agenda directement et pas se dire je la prendrai quand j'aurai le temps. Vous vous connaissez, j'imagine, vous savez quelle est votre limite de concentration, ça peut être 90 minutes, 2 heures. Donc prévoyez une pause à la fin de chaque session de 90 minutes ou de 2 heures, une pause de 15 minutes, et à ce moment-là, vous sortez de votre espace de travail. Vous quittez l'ordinateur si vous travaillez sur l'ordinateur, mais vraiment vous faites autre chose, éventuellement une petite sieste, micro-sieste de 10-15 minutes, allongé sur un tapis de yoga ou sur un tapis de sol. Évitez pour la sieste de vous mettre en position fétale dans un lit, parce que là, la sieste, c'est parti pour 3 heures. Vous avez très peu de chances de l'arrêter. Donc, plutôt sur le dos, sur un tapis de yoga. Et prévoyez l'imprévu, c'est-à-dire que dans les horaires de travail que vous avez prévus, si vous avez prévu des horaires de 5 heures de travail, par exemple, prévoyez de travailler qu'en fait 4h30 dans l'ensemble des tâches que vous avez à faire, parce qu'il y aura peut-être une demi-heure qui va servir de tampon, parce qu'il y aura eu un imprévu, parce qu'une tâche aura pris un peu plus de temps que prévu. Et enfin,
ritualisez le début et la fin de votre journée de travail. J'ai une amie qui, déjà avant le confinement, comme elle travaillait à son compte, elle travaillait chez elle. Et comme elle avait du mal à faire la part entre vie personnelle et vie professionnelle, elle avait adopté un rituel. Le matin, elle se préparait comme d'habitude, elle mettait son manteau, elle sortait de chez elle, elle fermait la clé, elle prenait l'ascenseur, elle descendait jusque sur le trottoir, elle fumait une petite cigarette, et puis elle rentrait, elle reprenait l'ascenseur, elle remontait à son appartement, elle ouvrait l'appartement et elle dirigeait directement vers la salle qui lui servait de bureau. C'était son rituel pour vraiment faire une démarcation entre vie personnelle et vie professionnelle. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, pensez à un rituel. Ça peut être par exemple simplement vous faire un café et puis téléphoner à un collègue pour échanger des nouvelles. Vous discutez, vous buvez votre café et quand vous avez terminé votre café, vous raccrochez et votre journée commence. Et trouvez un rituel pour la fin de la journée également. Vous terminez votre journée, vous avez un petit rituel, vous éteignez toutes les applications professionnelles, vous éteignez votre ordinateur éventuellement et la journée est terminée. Comme ça, votre cerveau intègre que vous allez passer en mode maison, même si c'est difficile à différencier dans les conditions actuelles. Ensuite, parlons de la productivité, notre dernier chapitre, qui va découler un petit peu de tout ça. Commencez par couper les distractions. Enlevez tous les onglets des sites qui permettent de s'amuser, les vidéos en streaming, les Facebook, YouTube, etc., pour pouvoir rester concentré sur le travail. Il existe sur Internet des applis qui vous permettent de bloquer une appli. Par exemple, je ne me souviens plus des noms, mais vous pouvez décider que de telle heure à telle heure, pendant 2 heures par exemple, vous n'avez pas accès à Facebook. Et quand vous chercherez à accéder à Facebook, l'appli va vous bloquer, tout simplement. Vous ne pourriez pas y aller. Donc si jamais vous n'arrivez pas à résister, vous pouvez mettre en place ce genre de garde-fou. Coupez aussi toutes les notifications pendant que vous travaillez. Parce que quand vous êtes concentré sur un travail, si vous voyez le petit chiffre 2 apparaître à côté de l'icône des emails, ça va être difficile de résister à l'envie d'aller consulter l'email et de voir d'où ça vient et de quoi ça parle. Donc, coupez les notifications sonores et visuelles. SMS, email, Messenger, tout ce qu'il est possible de couper. Ensuite, organisez-vous en préparant des to-do list. J'imagine que vous connaissez le principe des to-do list. Vous avez peut-être même déjà abandonné l'idée d'en faire parce que vous n'arriviez jamais à venir à bout. Préparez les to-do list la veille pour le lendemain. Il faut éviter de le faire le matin même, je vous expliquerai tout à l'heure quand on parlera des priorités. Pourquoi on n'arrive généralement pas? Tout simplement parce qu'on n'évalue pas la charge de travail. Donc, ce que je vous suggère de faire pour avoir une véritable idée de votre charge de travail de la journée, c'est qu'à côté de chaque tâche, vous mettiez le temps que vous estimez que ça va durer. Et ensuite, vous faites le total de votre to-do list. Et si vous constatez que ça fait 26 heures, évidemment que vous n'irez pas jusqu'au bout. Évidemment que vous allez vous coucher frustré. Et donc, prévoyez une to-do list qui soit vraiment réalisable dans la journée. Si vous avez prévu une journée de 5 heures de travail le lendemain, faites une to-do list dont le total fait 4h30. Ça vous laisse toujours une demi-heure d'imprévu. Ensuite, regroupez les tâches. C'est très important de travailler par lot, parce qu'on n'a pas la même énergie selon le type de tâche. Et à partir du moment où on a développé une énergie, c'est plus facile de continuer dans la lancée que de changer d'énergie pour faire autre chose. Si vous êtes en train d'écrire un article, par exemple, c'est bien de continuer sur la durée plutôt que de s'interrompre pour faire de la compta qui demande vraiment un autre état d'esprit ou pour passer des appels téléphoniques. Donc, fonctionnez par lot, réservez une période pour les appels téléphoniques, une période pour la compta, pour l'administratif, une période pour la créativité, et vous verrez que vous serez beaucoup plus productif de cette façon-là. Et puis, organisez vos priorités. Voyez ce qui est le plus important, le plus urgent ou le plus difficile. Et organisez vos priorités la veille pour le lendemain. C'est-à-dire, c'est au moment où vous faites votre to-do list que vous allez évaluer vos priorités, dire ça, je ferai ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Parce que si vous faites ça le matin même, forcément, vous ne serez pas tenté de faire ce qui est le plus difficile en premier. Alors que si vous l'avez fait de sang-froid la veille, quand vous prenez votre to-do list le matin, vous faites ce que vous aviez décidé la veille sans état d'âme. Vous commencez par le plus difficile, ce qui vous embête le plus, et comme ça, vous en êtes débarrassé. Et ce qui est le plus important aussi, bien sûr. Organiser les priorités, puis gérer les messages, c'est le 5e point qui me paraît important. Des messages, on en reçoit tout le temps. Messages téléphoniques, SMS, Messenger, email, et je ne parle pas des Twitter, des WhatsApp, des WeChat, il y en a partout. Moi, je crois que je suis abonné, je dois être sur une dizaine de réseaux sociaux, et ça devrait clignoter tout le temps ou sonner tout le temps. Donc, gérer les messages, c'est-à-dire réserver des périodes dans votre journée où vous allez consulter vos messages. Pour ma part, je consulte mes emails
2 fois par jour, maximum 3, mais généralement 2 fois par jour. Une fois le midi, une fois le soir. Vous pouvez prévoir 3 fois si 2 fois ne vous suffit pas, mais c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Si vous voulez consulter toutes les 5 minutes, chaque fois qu'il y a une alerte, vous allez perdre beaucoup de temps, perdre en productivité, à chaque fois remettre de l'énergie pour vous remettre au travail. Voilà une façon de gérer les messages. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Je vais pouvoir prendre des questions et réponses. Mais avant, j'aimerais juste récapituler tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu les 5 piliers de la santé. Bien manger, bien bouger, bien dormir, bien penser, bien respirer. On a vu ensuite comment soigner ses relations pour éviter tous les conflits, anticiper. Et pour moi, ces 2 premiers points sont les plus importants. Si vous êtes vraiment là-dedans, le reste, qui est du trivial, gérer son espace, gérer son temps, assurer sa productivité, ça va aller beaucoup plus facilement. Donc maintenant, je suis prêt à prendre des questions. Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Écoutez, je n'en vois pas pour l'instant. Apparemment, tout a été clair dans ce que j'ai dit. Moi, je vous propose d'en rester là. Donc, vous aurez ce webinaire en replay sur else.fr. Gardez bien ça à l'esprit, ces 5 points. Gardez ce que je vous ai dit sur les 5 langages de l'amour, sur la façon de communiquer pacifiquement. Et ce que vous pourriez retenir de tout ça, c'est l'état d'esprit qui est le plus important. Et on pourrait résumer aux 4 accords Toltec que vous connaissez probablement. Le premier étant que ta parole soit impeccable. N'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, c'est ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais de ton mieux. Faites de votre mieux, prenez bien soin de vous et de vos proches. Portez-vous bien, merci, à bientôt.